Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Dans cet épisode, Théo Février, aventurier et réalisateur, parle de son périple en vélo à travers l'Amérique du Sud. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Paco Chanel présente Mal Alpha, son nouveau parfum pour homme. Élaboré à base d'extraits de métal en fusion et d'essence de cuir de loup, Mal Alpha vous donne le pouvoir. Avec Mal Alpha, le monde vous appartient. Mal Alpha, parfum pour homme, Paco Chanel. Les mecs, ils sont top. Franchement. Théo Février, vous avez traversé l'Amérique du Sud dans toute sa longueur, en autonomie totale, 14 000 km à vélo et 900 km en canoë. La première question qui vient, c'est pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou l'aventure vous tentait déjà depuis un moment ? Pourquoi ? Je sais pas si l'aventure c'était déjà quelque chose qui était inné chez moi. Je pense que c'est venu un peu au fur et à mesure. Je pense que la base, elle est venue après mes études de commerce que j'avais fait donc à TechDoco à Bordeaux, où j'avais fait mon premier voyage à 19 ans tout seul en Thaïlande. Ça m'avait un peu ouvert l'esprit sur ce voyage en solitaire. Et puis après ça, j'ai enchaîné avec une année sabbatique où j'ai décidé de continuer et de partir en Nouvelle-Zélande. Pareil, un peu tout seul, juste en voyage en voiture, un PVT. En soi, rien d'extraordinaire, mais le fait de voyager pendant 5 mois, en fait, ça m'a un peu ouvert l'esprit le plaisir de voyager tout seul. Après, je pense pas que je sois aventurier de base, je pense que c'est vraiment un coup de tête, une prise de décision de dernière minute. Notamment, le fait de partir en Amérique du Sud, à la base, c'était pas prévu. J'ai pris mon billet d'avion un mois avant de partir. Et je suis arrivé là-bas, j'avais une chose qui était organisée, c'était un volontariat sur la côte équatorienne, où je suis parti pour faire du surf, profiter avec les amis, et puis rien de plus. Et finalement, ça me convenait pas trop, parce qu'en fait, mon objectif d'aller en Amérique du Sud, c'était quand même d'apprendre l'espagnol, d'apprendre la langue, et de découvrir un peu vraiment la culture locale. Et je savais que le circuit touristique m'aiderait pas pour faire ce genre de choses. Donc ça a été vraiment un coup de tête, de dire en mode, il me faut un autre projet. Il faut que je revoie complètement mon voyage. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai dit je remonte en Colombie et je change complètement le projet initial. Et donc là on est venu après tout ce voyage-là, l'achat du vélo un peu de dernière minute. Puis voilà, après je suis parti sur les routes un peu de cette manière-là. Et pourquoi sans moyens motorisés ? Est-ce que ça a une signification particulière pour vous ? Alors la signification du sans moyens motorisés n'est pas sur les moyens verts qui peuvent être employés aujourd'hui, mais plus sur l'ouverture qu'on peut avoir et l'accessibilité aux autres. En fait, pour moi, ma vision des choses, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à voyager en bus, à voyager en avion, ça va nous fermer des portes sur l'accès aux populations reculées, notamment, de certains endroits, peu importe l'endroit, ça peut être l'Europe, ça peut être les autres continents, peu importe. Donc pour moi, le moyen sans motorisé en fait donne accès à des lieux qui sont du coup fermés au tourisme et qui du coup ouvrent des portes vraiment à cette population qui est pour moi d'autant plus intéressante. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais du coup, est-ce que vous considérez que vous étiez un aventurier débutant dans cette aventure ou quand même vous aviez des bases ? Il faut un petit peu des bases quand même pour se dire qu'on va faire 14 000 km en vélo. Pour moi, je suis complètement un aventurier débutant. J'ai aucune connaissance dans l'aventure. J'ai jamais fait de voyage comme ça, en tout cas qui s'axe sur du non motorisé, sur des distances comme celle-ci. Mais je pense que c'est plus un axe mental, plus que physique, parce que du coup, dans cette aventure-là, j'étais pas du tout préparé. Je suis vraiment parti sans aucune préparation. J'avais jamais fait de vélo sur de longues distances. J'y connaissais rien à la discipline. Je me suis équipé avec un vélo qui n'était pas adapté du tout à ce voyage, où j'ai mis le backpack qui était prévu à la base pour un voyage touristique, je l'ai mis sur l'arrière du vélo. J'étais équipé je pense qu'il y avait au moins 55 kilos sur le vélo. Donc ça prouve aussi ça que je suis un aventurier débutant, parce que normalement un aventurier organisé ou alors qui s'y connaît un petit peu devrait gérer entre guillemets son bagage, ce qui n'était pas le cas pour moi.
Et après, en fait, c'est tout ça, en fait, c'est juste... c'est la force des choses pour moi et juste la volonté de réussir et de s'engager dans ce projet-là. Et en fait, c'est juste à travers cette volonté d'atteindre mon objectif final qui m'a tenu en laisse et qui m'a dit t'iras jusqu'au bout, peu importe la situation, peu importe la manière. Alors on l'a compris, ça a été, enfin on l'imagine, il y a eu des galères quand même. Il a quand même fallu que vous organisiez les différentes étapes du voyage, trouver à vous nourrir. Comment ça s'est organisé tout ça ? Alors pour les étapes, j'avais utilisé quand même un GPS, ça s'appelle Maps.me, ça permettait de télécharger des cartes quand même. J'avais fait un trajet nord-sud du continent, un peu en vision large. Et après, le trajet, il était un peu fait à l'arrache, comme je pourrais dire. Et je le faisais à peu près une fois par semaine. En fait, je savais jamais où j'allais aller. Ma décision, elle était surtout sur... le but, c'était de m'extraire au maximum des routes principales pour éviter justement tout ce qui était camions, tout ce qui était circulation, pour aller vraiment chercher les petits sentiers. Et puis après, ça dépendait aussi de l'état de mon vélo au moment présent, parce que j'ai eu beaucoup de galères quand même, et le vélo tenait très peu sur les sentiers qui étaient beaucoup trop rocailleux. Donc il fallait que je fasse des choix un peu compliqués là-dessus. Et après, pour me nourrir, en réalité, des villages selon les pays évidemment, des villages, il y en avait un peu partout, donc ce qu'on appelle des tiendas là-bas, c'est des petits shops pour acheter de la nourriture. Je me nourrissais grâce à ça en fait, et après je prenais entre 5 et 7 jours d'autonomie pour manger. Et l'eau, c'était plus ou moins pareil, mais j'ai fait quelques bêtises quand même avec l'eau, à boire de l'eau de rivière, à boire des eaux qui n'étaient pas forcément très rassurantes parfois, mais c'était un peu la seule solution que j'avais pour pouvoir boire, parce que j'avais 4 à 5 litres d'eau grand maximum sur mon vélo. Et donc, dans tous les cas, c'était obligation de me ravitailler au moins une fois par jour, quoi. Est-ce que vous aviez une journée type, on va dire ? Ma journée type, elle se résumait à... je me réveillais le matin, je préparais mon petit thé. Souvent j'avais de l'avoine quand même pour manger, donc je mélangeais de l'avoine avec de l'eau chaude et un peu de poudre de chocolat. Ça n'avait pas forcément beaucoup de goût. Je suis pas très... Quand je pars en voyage de ce type-là, je suis pas très regardant vis-à-vis de la bouffe. Si ce n'est, le plus important, c'est d'avoir le maximum de protéines pour tenir toute la journée. Donc voilà, juste mon petit déjeuner le matin, ça me permettait après de regarder un petit peu sur le GPS la route que je voulais emprunter, et après de partir à vélo. Je sais que je faisais 2 à 3 heures de vélo le matin, je grignotais un petit morceau quand même entre temps, et après je repartais pour... en fait c'est ça, en fait, toute la journée, je roule. Jusqu'à arriver le soir, souvent j'anticipais quand même 2 heures à l'avance pour trouver un endroit pour dormir. Parce que le but, c'était d'utiliser aucune application qui pouvait recenser des endroits pour dormir de manière safe. Mais du coup, c'était d'aller vers les gens pour demander si je pouvais m'installer chez eux pour poser ma tente dans leur jardin ou bien trouver un logement, enfin voilà, de cette manière-là. Et du coup, parfois, ça mettait plus ou moins de temps parce que, notamment sur la Colombie ou sur l'Équateur, les endroits étaient vraiment, vraiment compliqués, très dangereux. Et du coup, les gens n'étaient pas forcément très rassurants, quitte à indiquer que c'est juste pas possible dans tout le village et qu'il faut aller plus loin, ou alors dormir dans les postes de police. J'ai posé ma tente quelques fois quand même à l'intérieur des commissariats. J'ai été jusqu'à emprisonner dans une cellule. Ah oui, quand même. Ouais, ils m'ont enfermé toute une nuit dans une cellule, parce qu'ils m'avaient dit oui, bon, alors il n'y a pas de problème pour dormir dans le commissariat. Cependant, on a des problèmes de terrorisme en ce moment dans le coin, donc le mieux c'est qu'on vous enferme en prison et puis on vous rouvre demain matin, il n'y aura pas de problème. Et donc ça c'était une journée type. Après le soir, quand j'étais installé dans ma tente, c'était toujours la popote du soir, bien garnie. J'étais même moi impressionné de tout ce que je pouvais manger le soir. Et je tenais un carnet de bord. Où j'expliquais absolument tous les détails de tout ce que j'avais vécu dans la journée. Tout ce que j'ai vécu dans la journée, en règle générale, il y avait forcément une crevaison dans la journée. J'ai 53 crevaisons à mon actif sur tout le voyage, ça n'arrêtait pas. Et les autres problèmes de vélo qui n'ont pas arrêté non plus. Mais voilà. Ça, pareil, les problèmes liés au vélo, n'importe qui n'est pas capable de les régler. Je veux dire,
tu devais quand même avoir des bases à un moment pour réparer ton vélo, avoir des répare-joints, enfin des choses comme ça aussi. Alors attends, répare-joint, je suis pas sûre que ce soit ça. Ouf. Mais j'invente des mots aussi sur le vélo vu que j'y connais rien. Non, mais il te fallait forcément du matériel pour réparer ton vélo, un minimum de connaissances aussi sur les crevaisons. À un moment, on voit bien aussi que tu as une vis qui s'est pétée. Ça a l'air un peu compliqué quand même. Alors sur le plan technique, non, je n'y connais rien en vélo, si ce n'est connaître à changer une chambre à air, ça à la limite je peux faire. Encore que celle de la roue arrière, c'était d'autant plus compliqué parce qu'il y a tout le pédalier, toute la cassette, etc. J'ai toujours galéré, pendant un bon moment j'ai galéré à sortir cette roue arrière. Déjà il faut sortir tous les bagages et ensuite à changer. Les histoires du porte-bagages qui casse, c'était encore autre chose. Ça m'a obligé quand même à marcher parfois pendant 2 jours, voire 3 jours. Parce que le porte-bagages a cassé à 35 km d'un premier village. Donc obligation de mettre tous mes bagages sur moi et de pousser le vélo à pied. En maintenant le porte-bagages arrière pour pas qu'il touche la roue parce que il était pété. Donc non, quand j'avais vraiment des galères, j'avais les outils qu'il fallait sur le vélo, mais certaines casses que j'ai pu avoir sur le vélo, j'étais incapable de les réparer. J'ai appris après sur le tas, notamment sur les freins, vu que le poids du vélo était tellement lourd, sur les descentes, j'utilisais beaucoup quand même, mine de rien, les freins, que j'essayais quand même d'être raisonnable dessus pour pas trop les user. En fait, il y a des moments où la pente est tellement pentue que je me retrouve obligé en fait de les utiliser. Et en fait, tout ce réglage des freins, le changement des plaquettes, etc., moi j'y connaissais rien. Donc soit on essaye et ça fonctionne et tant mieux, soit en fait je devais juste attendre le prochain village pour essayer de trouver un petit réparateur qui allait m'aider. Souvent je faisais appel aux locaux justement qui m'aidaient avec grand plaisir parce que je leur racontais mon voyage et que ça les tenait à cœur. Ou parfois il fallait juste que je remette à jour le vélo et que je mette le prix dedans pour repartir. Et par rapport à tes rencontres, justement, dans le film, on te voit beaucoup tout seul. Mais d'après ce que tu racontes, en fait, finalement, le soir, tu étais quand même pas mal avec des gens. Donc, du coup, je suppose qu'il y a eu des belles rencontres aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que la langue, ça a été un problème ? Parce que je suppose qu'il devait y avoir peut-être aussi un petit accent espagnol qui n'était pas partout le même selon les endroits où tu étais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça ? Les rencontres, ça a été à peu près, je pense, ça doit représenter à peu près 1/5 quand même du voyage. Donc ça représente une grosse partie. C'est vrai que j'en parle pas trop parce que ces moments-là, en tout cas, je les ai rarement filmés. Parce que j'ai toujours considéré que ce moment était si précieux que je voulais pas nécessairement mettre une caméra devant nous pour imposer un peu ce style-là. Mais oui, il a été très, très, très intense, très, très régulier. La barrière de la langue, j'ai eu, donc pendant le mois et demi où j'étais pas encore à vélo, le but c'était de me familiariser au maximum avec l'espagnol. J'ai eu ce déclic au moment où je suis monté sur le vélo. Donc parce que ça m'a un petit peu obligé à m'ouvrir aux autres naturellement, parce que dans tous les cas j'allais avoir affaire à uniquement des hispanophones. Donc la Colombie, c'est un espagnol, ils le parlent, c'est espagnolo facilo, on va dire. Ils ont une manière de parler qui est du coup assez accessible, donc pour me mettre en jambe, entre guillemets, c'était une bonne manière de faire. Et après, plus on descendait sur le continent, plus les accents étaient prononcés. Mais au final, vu que j'avais déjà passé 5 mois à pratiquer l'espagnol à fond, c'était plus du tout un problème. Je veux dire, quand je rentrais dans le pays, ça pouvait surprendre. Et puis 2-3 jours après, en fait, on comprend leur manière de faire et automatiquement on s'adapte. C'était vraiment une histoire d'adaptation en fait. L'Argentine et leur che, ils ont tendance à dire vamos a llegar a una no sé qué. Le Chili, pareil, ils ont des accents un peu étonnants aussi, mais ça n'a jamais été un problème. La barrière de la langue n'a jamais été un problème. On trouve toujours des manières de s'exprimer. Ça peut être aussi à travers, pas le langage des signes, mais montrer des choses, etc. Et en fait, ils sont toujours là pour nous apporter de l'aide. Donc non, ça n'a jamais été un problème. Sur les 4/5 du voyage qui restent, tu es tout seul. Est-ce que tu as eu des révélations sur toi-même durant ce voyage ?
Sur ta force morale, sur ta force physique aussi, sur tes capacités de résilience. Je sais pas si c'est une fierté. Moi, ce voyage, je le vois aussi comme une inconscience volontaire. Un peu ce regard un peu enfantin d'avoir pris des décisions spontanées sans avoir pris conscience de ce qui pouvait m'arriver. Bien sûr que je suis fier aujourd'hui d'avoir fait ça, bien sûr que je suis fier de voir où j'en suis aujourd'hui. J'ai beaucoup ressenti la solitude, évidemment. C'est un axe qui est indéniable dans ce genre de voyage. Mais au final, bon, elle a été très dure parfois, et notamment pendant le désert. C'est traversée du désert où en fait, on n'en voit pas le bout. C'est un vent de face à 70 km/h pleine face absolument tous les jours, qui ne s'arrête jamais, qui siffle dans les oreilles. C'est épuisant. Des températures à 45 degrés. Le vent est parfois plus chaud que l'air lui-même, donc ça brûle à moitié. Et en effet, c'est des phases où je me suis beaucoup remis en question, moi, d'essayer de prendre du recul quand même vis-à-vis de la situation. Même j'ai remis en question le voyage en lui-même, de me dire en fait si je prends plus de plaisir à rouler, il n'y a plus aucun intérêt à faire ce voyage, parce qu'en fait le but de ce voyage c'est de prendre du plaisir, de rencontrer les gens et de me découvrir moi-même. Et en fait c'était une phase où en fait j'avais eu l'impression d'avoir déjà tout découvert, entre guillemets, et de me dire c'est bon, en fait on peut arrêter maintenant. Genre, je vais rentrer à la maison, même si j'ai pas fini mon objectif et que je suis pas arrivé jusqu'à Ushuaia, on peut mettre fin au voyage, je rentre et puis voilà. Bon, en l'occurrence, c'est pas ce qui s'est passé parce que je suis pas du genre, je crois, à arrêter de cette manière-là. Et au final, j'ai bien fait parce que oui, je me suis découvert énormément de choses. Ça peut être de la résilience, effectivement, ça peut être de s'apprécier soi-même, en fait, juste bêtement d'avoir ce recul-là, de dire en fait ces moments de solitude, je les ai passés seul, je les ai confrontés, et pour ensuite reprendre du plaisir dans un autre environnement, et surtout c'est le plaisir aussi d'aller de nouveau rencontrer d'autres personnes et de pouvoir partager en fait ces expériences-là. Elle me rendait tellement heureux en fait, ça décuplait en fait ces moments de bonheur. C'était vraiment se mettre à rude épreuve pendant un laps de temps. Ça peut être juste une journée, comme ça peut être pendant un mois et demi. D'ailleurs, le fait d'aller retrouver en fait juste des arbres, juste des montagnes, juste un petit animal. Eh bien, on a un regard sur le monde qui est simple et absolument fascinant. Et c'est ça en fait, c'est ce truc-là que j'ai pu observer en termes de moi, de comportement que j'avais envers moi, que j'ai trouvé absolument magnifique. Toute cette phase-là du désert notamment, qui a duré entre la fin de la Pérou Divide, donc c'est la moitié on va dire du Pérou, jusqu'à la moitié de l'Argentine, donc c'est presque quand même 4000 km. C'était uniquement du désert. Uniquement du désert, j'en ai pas vu le bout. 4000 km dans le désert, il y a un moment donné où ça fait un peu mal au moral. Et en fait, ce passage en Patagonie, où soudainement, je découvre en fait des paysages qui sont la réputation de la Patagonie, qui sont extraordinaires, ça m'a ouvert une porte de la contemplation. Alors que je voulais arrêter le voyage pendant le désert, je me suis dit, j'ai bien fait de pas arrêter, parce qu'en fait, automatiquement, il y a eu une espèce de prise de recul, de satisfaction, de me dire que déjà j'étais presque à la fin du voyage, mais aussi de me dire qu'il y avait toute cette reconnaissance en fait envers les gens que j'avais rencontrés, envers toutes les galères que j'ai vécues pendant le voyage, qui ont finalement rythmé ce voyage. C'est-à-dire que si j'avais pas eu ces galères-là, peut-être que j'aurais arrêté bien avant. Et en fait, c'est ces galères-là, ces rencontres-là qui rythment ce voyage-là et qui me permettent de m'ouvrir et de continuer jusqu'au bout. Et le dernier point, c'est évidemment la patience. J'aurais jamais su que j'étais aussi patient si j'avais pas fait ce voyage. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Donc plus de 280 jours de voyage. Comment ta famille elle a géré l'éloignement et comment toi aussi tu as pu gérer l'éloignement vis-à-vis de ta famille, de tes proches? Est-ce que tu as réussi à leur donner des nouvelles de temps en temps? Alors, je vais raconter un peu l'histoire dès le départ, parce que du coup mon départ en Équateur, sans le vélo, j'avais toujours contact avec eux, je leur ai indiqué un peu tout ce qui se passait et tout. Et vu que ce voyage n'était pas prévu, qu'ils apprennent eux depuis la France que soudainement je décide de faire un voyage qui n'a strictement rien à voir et dont ils n'étaient pas préparés, effectivement ça leur a fait un peu tout bizarre.
Ils avaient aucun pouvoir dessus, je savais que j'allais le faire et ils n'allaient pas m'en empêcher à 10 000 km de moi. Donc quoi qu'il arrive, je suis parti. Dans chaque pays, je prenais une carte SIM, quoi qu'il arrive. Je prenais des abonnements que je renouvelais régulièrement pour pouvoir communiquer quoi qu'il arrive et pour pouvoir tenir aussi mon carnet de voyage qui était du coup sur le téléphone. Donc quoi qu'il arrive, ils avaient mon point GPS entre guillemets qu'ils pouvaient suivre, donc ils voyaient que tant que j'avançais, c'était un peu une bonne nouvelle. S'ils n'en avaient pas en tout cas de manière écrite, ils voyaient que le point avançait et que du coup ils n'avaient pas forcément d'inquiétude à se faire. Après il y a eu d'autres points, forcément il y a des endroits où il n'y a pas de réseau et où du coup je disparais de la population pendant 4 jours, 5 jours, Amazonie légèrement plus. Mais notamment un point qui est intéressant, où la gestion du stress pour eux, je pense, a été très compliquée, c'est notamment mon passage de la frontière colombienne à l'Équateur. C'était une période politique qui était compliquée parce qu'il y avait les élections présidentielles et que l'un des candidats de la présidentielle a été assassiné au nord de Quito, la capitale. À ce moment-là, la région nord de l'Équateur était en vigilance rouge, en indiquant que du coup les assassins étaient dans cette zone-là. Et en fait, moi je me suis retrouvé dans un parc national à ce moment-là, hors connexion totale, avec justement le porte-bagages qui casse à ce moment-là. Obligé pendant 4 jours de disparaître de la population et de me débrouiller. Et en attendant, j'ai mes parents qui regardaient donc les informations en Équateur et qui disaient attention au nord, au niveau d'Ipiales et de Tulcán, ne soyez pas là parce que les assassins sont sûrement là. Et donc il faut faire attention. Donc mes parents paniquaient. Donc la gestion du stress pour eux a été très compliquée parfois. Tout ça pour que je revienne vers eux après 4 jours en mode ça va, tout va bien, mon vélo n'est pas cassé, je m'en suis super bien sorti. Et eux ils disent mais t'avais lu les informations, tu sais ce qui s'est passé? Je dis bah non, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait il y a un peu cette incohérence où moi je suis sur place et je prends même pas conscience des problèmes politiques qu'il y a dans le pays. Et eux ils ont les informations externes. Et du coup ils se mettent automatiquement à un double stress à leur manière. Ce point-là a été très compliqué. Le point aussi où je suis parti en Amazonie est un peu à l'ancienne, je dirais, où en fait je suis parti sans balise satellite. Et donc l'Amazonie n'est pas réputée comme étant une zone où le réseau passe, on va dire. Donc je suis vraiment parti en mode salut papa, maman, on parlera dans 18 jours. Quand tu parles de l'Amazonie, c'est la période canoë? C'est la période canoë, tout à fait. C'est cette prise de décision aussi de vouloir voir autre chose. L'Amazonie, donc oui, c'était en canoë. Et en fait, partir sur le Rio Napo pour descendre jusqu'à Iquitos au Pérou. Donc là, en fait, c'était un voyage de 18 jours où soudainement, effectivement, j'ai dit à mes proches, en fait, je suis pas sûr d'avoir du réseau régulièrement, donc on se tient au jus quand on peut, mais voilà, hasta la vista. Et en fait, pour raconter un peu l'histoire, j'avais fait quand même 10 jours de préparation pour cette aventure-là, qui était donc à part du vélo, où j'ai acheté un packraft et j'ai essayé de m'équiper pour partir. Pendant ces 10 jours, en fait, j'ai essayé de me renseigner sur ce fleuve-là, pour savoir potentiellement les dangers, pour essayer d'anticiper les dangers. Et les seuls dangers que j'ai appris, c'était sur la partie équatorienne. Donc c'était les boas et les anacondas qui traversaient le fleuve, qui apparemment pouvaient attraper par le cou leurs proies pour aller les noyer au fond du fleuve et ensuite les gober à l'extérieur. Le fleuve n'a pas de courant, donc ne fais surtout pas ça parce que il y a 950 km à faire, c'est pas du tout une bonne idée. Et au final, en termes d'informations, j'en ai pas eu plus. J'ai dit moi j'y vais, c'est pas grave. J'ai envie d'aller découvrir ce qu'il y a, je pars. Et en fait, ce que j'ai pas su, c'est qu'au passage de la frontière péruvienne en canoë, je me suis retrouvé vraiment dans l'Amazonie profonde, avec des populations indigènes natives, et qui, eux, ont des croyances, comme beaucoup d'indigènes dans l'Amazonie, qui ont des croyances qui sont différentes, mais en tout cas, la leur, c'était ce qu'ils appellent la pelacala. Ils disent que c'est des étrangers, des Américains, ou bref, des étrangers en règle générale, des Blancs, qui viendraient sur le fleuve pour décapiter les populations indigènes et pour récupérer les corps et faire de la vente de graisse humaine et de visage sur le marché noir. Et moi j'apprends ça, je suis en plein milieu du fleuve. Donc en fait je suis en mode mais qu'est-ce que je fais en fait? Comment je fais déjà pour rentrer à la maison? Et est-ce que je le fais?
Et donc à ce moment-là, j'ai réussi à donner des nouvelles à mes parents. Évidemment, je leur ai pas indiqué que ça avait lieu, parce que je savais pas après pendant combien de temps je pouvais pas leur donner de nouvelles. Donc je leur ai dit tout va bien, pour l'instant ça se passe bien. Et donc j'ai continué mon voyage jusqu'à la fin, en essayant de me renseigner dans chaque communauté, en dormant chez eux. Mais régulièrement, j'étais accueilli à la machette, j'étais accueilli au fusil pointé sur le canoë, et ils me laissaient pas tant que j'avais pas donné d'explication. Donc c'était très compliqué. Ça a été très compliqué. Mais au final, c'est cette gestion-là, moi, du stress et de montrer un peu mon énergie positive qui, je pense, a aidé à la bonne coopération, j'ai envie de dire, avec eux, pour entretenir ces liens-là, et donc ensuite pour réussir cette fin de voyage. Et il y a plein de lieux, en fait, comme ça, un peu partout, où j'ai perdu complètement contact avec ma famille, mais en fait, au minimum, je pense, une fois par semaine, on arrivait quand même à s'appeler pour se donner des nouvelles. Du coup, quand tu parles de cette période-là en Amazonie, est-ce que c'était quand même un bon moment? T'en gardes des bons souvenirs? Ou est-ce que finalement, parce que t'as continué, t'as pas arrêté, mais est-ce que c'était plutôt un passage en mode survie? Je m'arrête quand même, je continue, mais je sais que je vais être mal accueillie. Est-ce que ça reste un bon souvenir malgré tout? On le voit bien dans le film aussi, il n'y a pas de courant sur le fleuve. On sent qu'à certains moments, c'est quand même un peu compliqué. C'est peut-être pas tes meilleurs souvenirs du voyage. L'Amazonie, c'est le plus beau souvenir de mon voyage. C'est vrai. Mais de très loin. De très loin. En fait, là, je pense que c'est lié à l'intensité, justement, de ce passage-là, à ce stress constant, de continuellement dormir sur une oreille le soir, mais aussi de ce partage, en fait, qui a été fait avec ces populations indigènes, qui à la base étaient complètement fermées à l'idée de s'ouvrir à moi, et qui, une fois négociation faite, m'accueillaient à bras ouverts et me donnaient à manger, me proposaient de boire de l'aguardiente avec eux, c'est de l'alcool de canne qu'ils font sur place, et vraiment de partager vraiment leur culture à eux propre. En fait, l'intensité des rencontres était telle que c'est des souvenirs qui resteront ancrés. Enfin, c'est mes plus belles rencontres là-bas. C'est mes plus belles rencontres. C'est toute l'ambiance en fait de l'Amazonie qui est extraordinaire, à la fois sur le fleuve où on entend résonner d'une puissance extraordinaire tous les oiseaux, je pense qu'il y a eu des singes rieurs à un moment donné, et ce genre de choses en fait, c'est un endroit qui est fascinant, c'est un endroit qui est absolument fascinant. Et je pense que l'intensité de ce truc-là, de devoir se surpasser et de devoir prendre ces décisions qui sont parfois difficiles, qui font qu'aujourd'hui c'est l'un de mes plus beaux souvenirs, parce que j'en suis sorti de là, en fait, comme si ça m'avait déjà ouvert une espèce de porte où si je réussis à sortir de cet endroit-là, demain sur mon vélo, plus rien ne peut m'arrêter. Et en fait, ça a été vraiment cette version-là de... Bon, je viens de faire 18 jours de canoë, avec ce danger-là, avec, en effet, ramer sur un fleuve qui n'a pas de courant, c'est épuisant. Moi, je me levais à 6h30, 7h. J'étais à 7h30 sur mon canoë et j'en sortais que à 17h. Je faisais mes besoins sur le canoë, je mangeais sur le canoë, je mangeais de la farine de yucca parce que j'avais pas d'argent. C'était la seule manière de me nourrir pendant tout le voyage, en tout cas de journée. Le soir après, j'avais quand même ma popote. Mais non, c'est de très très loin le plus beau moment de tout mon voyage. Et en fait, c'est même pas redondant parce qu'en fait tous les jours effectivement il y a ce fleuve là, la forêt sur les côtés, ça pourrait être vraiment quelque chose de monotone, et à l'inverse en fait il y a tous ces événements climatiques aussi. Là-bas ils appellent ça, j'étais pile poil sur la période sèche de la région, donc en fait le fleuve était très bas, d'où le fait qu'il n'y avait pas de courant, mais il y avait quand même ce qu'ils appellent le Santa Rosa, qui est un vent très puissant qui apparaît dans les 15 minutes, il n'y a pas de nuages, 15 minutes après c'est noir comme pas possible. C'est des trompes d'eau hallucinantes et des vents qui sont très très puissants. Et en fait, tout ça, en fait, c'est pareil. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est ces galères-là en fait qui rythment le voyage et qui me donnaient en fait envie de continuer demain. C'est peut-être un peu ce qui t'a aidé dans le désert. T'avais déjà traversé en fait. Et je pense qu'il fallait aussi que je passe par là pour ça. C'est ça. Je pense qu'il y a ce truc-là de la patience et de dire j'ai déjà traversé tellement de choses juste avant. Qu'en fait c'est pas un désert, bon ça paraît absurde de dire ça, mais c'est pas un désert de 4000 km qui va m'arrêter. Ouais, ça paraît un peu bizarre dit comme ça. Mais au fond c'est un peu ça. C'est en fait, quoi qu'il arrive, je sais que demain ça va être une journée meilleure,
J'ai galéré aujourd'hui parce que j'ai eu 5 crevaisons dans la même journée. J'ai galéré parce que ma tante, les arceaux ils marchent plus, il y a tout qui est pété, il y a rien qui va. Mais au final, je voyais toujours quelque chose de positif en fait. J'arrivais toujours dans le négatif, trouver quelque chose de positif pour me rassurer, pour me dire que demain ça irait toujours, ça sera toujours mieux, ce sera toujours une meilleure journée. On n'a pas parlé d'argent. Est-ce que tu as une idée globale du coût du voyage, du coût de l'aventure ? Je pense que j'ai été assez dépensier quand même, mine de rien, parce que donc entre le canoë a coûté cher, le vélo aussi, et je compte pas les réparations du vélo qui doublent déjà le prix du vélo, je pense. Donc déjà, juste sur ce matériel-là, uniquement mes moyens de transport, je pense qu'il y en a eu pour presque 3 000 €, si ce n'est plus. Et après c'est la nourriture basiquement qui coûte très cher parce que le nombre de calories dépensées par jour, elle est énorme. Et donc ça me demandait de me nourrir beaucoup, même si c'était moi qui étais en autonomie la majorité du temps. Je me suis permis quand même quand j'en avais besoin d'aller manger au restaurant, parce que régulièrement je croisais quand même des restaurants en bord de route qui me permettaient quand même de manger un peu plus correctement et surtout de diversifier ma bouffe qui se résumait à des pâtes et des haricots rouges. Donc c'était donc 3 000 €. Je pense qu'il y en a eu à peu près pour 12 000 €, je pense à peu près sur le voyage, sur 9 mois et demi. Donc assez dépensier, mine de rien. Et comment t'es venue l'idée de documenter cette aventure ? C'est quelque chose que tu avais déjà en tête quand tu es parti pour surfer ? Ou est-ce que tout d'un coup tu as eu un déclic et tu t'es dit je vais me filmer tous les jours et puis je vais voir ce que ça donne ? Ou est-ce que tu voulais déjà en faire un film documentaire ? Alors disons que le scénario n'était pas du tout posé de base. Je pense que c'était pensé, effectivement. De mon souvenir, c'était pensé. Mais c'était pensé de manière personnelle. C'est-à-dire que le but, c'était juste de moi me créer un souvenir tout seul, de rien en faire derrière. Et en fait, au fur et à mesure du voyage, j'ai commencé à m'investir davantage dans ce truc-là pour essayer de vraiment raconter une histoire, raconter mon histoire. Donc non, à la base, on va dire que c'était pas prévu. Les images que j'avais notamment sur le surf en Équateur, c'était juste des images pour moi et qui étaient complètement à part du film. Qui au final sont entrés dedans parce que ça donnait le contexte aussi. Et le reste après, elle est venue au fur et à mesure et j'essayais de créer ma propre histoire entre guillemets à travers des scènes que je filmais, mais sans réellement savoir de quelle manière j'allais l'utiliser après en bac à mon retour en France. J'en savais rien. C'était juste on verra. On va trier des images et puis on va créer un scénario plus tard. Je pense que habituellement l'aventurier anticipe déjà ce scénario. À peu près, même si c'est pas exactement ce qui va lui arriver, je pense qu'on peut quand même déjà établir une trame et un sens un peu au film qu'on veut produire. À l'inverse, ça a été complètement l'inverse. Parce que ça a dû te demander une organisation, je pense notamment à la recharge des batteries. Par rapport au plan, il fallait que tu réfléchisses. Là, je vais poser ma caméra, je vais passer en vélo, et puis après, je vais arrêter mon vélo, je vais le poser, je vais rechercher ma caméra. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a pesé aussi, ça, à certains moments, ou pas du tout ? En fait, ça m'a pas pesé non plus. C'était aussi un élément qui rythmait un peu le voyage, de savoir qu'est-ce que je voulais raconter à tel moment. Dans des moments difficiles aussi, ça me permettait de me sentir peut-être un peu moins seul. C'est bête, parfois c'est ce truc-là qui peut paraître absurde, mais c'est vrai que parfois parler à sa caméra, c'est comme parler à quelqu'un, donc au final ça me sortait un peu de ce truc-là, de la solitude. Et c'était aussi la satisfaction d'avoir ces rushs-là, et de dire en mode putain, elles sont super belles ces images, c'est cool, ça peut super bien rendre. Et donc en fait non, j'ai toujours eu cette motivation, quand ça me pesait tout simplement je filmais pas, donc en fait il y a énormément de moments qui sont pas filmés évidemment. Je suis rentré avec peu de rush, je pense, par rapport à d'autres personnes qui peuvent vraiment beaucoup plus filmer et qui après trient beaucoup, etc. Je pense que j'étais quand même assez limité en rush. J'ai surtout profité à fond et j'ai posé la caméra quand il y avait le besoin ou quand j'en avais l'envie. Concernant la logistique vis-à-vis de cette organisation-là, j'avais une GoPro, j'avais un appareil photo et j'avais mon téléphone pour filmer. L'appareil photo se chargeait uniquement sur prise secteur, donc dans tous les cas je pouvais pas le charger. Et j'avais une carte mémoire de 30 minutes, donc j'étais vraiment très 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 limite et j'avais qu'une batterie.
Donc c'était quelque chose que j'utilisais très très rarement et sur lesquels j'ai essayé de faire très attention. Donc c'était je l'allume, je l'utilise, je reviens vite et je l'éteins le plus vite possible pour qu'il tienne la route. Souvent il me tenait quand même une bonne semaine, 10 jours quand même, mine de rien. Et la GoPro par contre j'avais un panneau solaire mais que je n'ai jamais utilisé et je me suis équipé de 3 batteries externes. En cours de route En cours de route, ouais. J'en avais une qui n'a pas suffi, qui tenait pas la route, donc j'en ai acheté une plus grosse assez rapidement, à la fin de la Colombie. Et donc je m'étais équipé avec ça pour l'anticiper, notamment pour le Rio Napo, où je savais que, en canoë, là, où je savais que j'allais rien trouver sur la route et qu'il me fallait impérativement cette autonomie en termes de batterie, et même pour l'appareil photo, ça allait être très compliqué, parce que tant sur la batterie que sur la carte mémoire, j'avais 18 jours d'autonomie obligatoire. Et je savais qu'il me fallait des rushs. J'avais déjà quand même pensé à certains rushs qui me paraissaient indispensables, qui étaient plus axés sur de la faune et de la flore, plus sur un aspect contemplatif, parce que filmer à la GoPro pendant tout le voyage en Amazonie, ça peut perdre un peu en qualité, et du coup c'était un peu le but. Tu as établi un partenariat avec l'association Cœur de Forêt. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Pareil, ça a été encore une fois un coup de tête à la moitié de la Colombie. J'avais pris cette décision-là de me dire que après un mois à faire du vélo, je me suis dit tiens, mais pourquoi je donnerais pas encore plus de sens à ce voyage-là ? Donc je communiquais déjà un petit peu sur les réseaux, juste en intra, juste avec mes amis et ma famille, et je m'étais dit pourquoi pas donner un peu plus de sens à ce projet-là ? Je fais du vélo, mais je peux aussi sensibiliser sur autre chose. Moi aujourd'hui, quelque chose qui me tient énormément à cœur et qui me fait un peu mal au cœur d'ailleurs, c'est justement toute cette déforestation. Cœur de Forêt aujourd'hui travaille sur plusieurs projets dans le monde, sur notamment un projet en Bolivie, à Coroico, et qui vise à sensibiliser sur la déforestation et à sensibiliser les locaux, mais aussi nous, sur des manières plus saines entre guillemets de soit reforester, soit des techniques en fait pour être en symbiose entre guillemets avec nos forêts. C'est pas de la forêt primaire, c'est des espaces forestiers, mais voilà, ils travaillent là-dessus. Et donc en gros le but de ce partenariat c'était uniquement de récolter des fonds qui visaient donc à aider ces projets-là à prendre de l'ampleur. Concrètement, toi, tu les as aidés à récolter des sous pour l'association. Exactement, c'était mon unique but. Il n'y avait pas d'autre but, c'était juste, moi j'étais juste là pour faire mon voyage et parfois communiquer un petit peu là-dessus pour essayer, avec ma petite cagnotte, là, de récolter quelques fonds. Tu récoltais des fonds sur les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux en fait, que tu donnais après à l'association ? Exactement. Cœur de Forêt, effectivement, m'avait ouvert une cagnotte en ligne où simplement j'avais juste à parler de mon voyage et en l'occurrence pour sensibiliser aussi un peu à ma manière de voyager, mais aussi à ce qui me tenait à cœur, de leur dire, aux gens en tout cas qui suivaient l'aventure, de leur dire si vous êtes sensible aussi à ce genre de choses, n'hésitez pas à participer à hauteur de... peu importe, après ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, pour récolter quelques fonds et pour aider les projets, notamment là c'était le projet en Bolivie, parce que notamment en plus cette année-là où j'y étais, ils ont été impactés par le brolis qu'ils appellent. C'est des feux de forêt qui sont déclenchés volontairement dans le but d'installer après de la culture de soja, etc. Sur ces parcelles-là. Donc voilà, c'était vraiment cette sensibilité qu'il fallait avoir. Et je trouvais que ça donnait beaucoup plus de sens à ce projet encore, de dire en mode, soudainement, moi aussi de mon côté, je pédale plus pour rien. Je pédale aussi dans le but de sensibiliser à ce truc-là et d'entretenir un peu et de faire prendre conscience des problèmes qu'il y a notamment en Amazonie, où la forêt, mine de rien, disparaît, j'ai envie de dire à petit feu, mais c'est plutôt à gros feu là en ce moment. Est-ce que tu as d'autres projets à venir, d'aventure, de réalisation ? Oui, c'est prévu. Pour l'instant, c'est que des idées, mais mes projets s'axent sur des choses qui seraient plutôt sur plus court terme, donc qui seraient plus sur du 9 mois et demi, 10 mois, parce que c'était quand même très pesant mentalement. Et surtout, le retour à la réalité fait aussi très très mal.
Je sais qu'en rentrant à la maison, j'avais eu 2 mois de réadaptation, me dire en mode mais qu'est-ce que je fais là en fait ? Ça faisait 290 jours que je dormais dans ma tente et soudainement je suis bichonné à manger pour 4 et juste dormir dans un lit normal aussi, c'était un peu perturbant. Donc oui, j'ai des projets à plus court terme, enfin plus court en tout cas, mais le but c'est de viser plus intense. J'ai aucun intérêt pour le vélo entre guillemets, ce qui peut paraître bizarre, mais je pense que c'est surtout ces projets-là de voyager sans moyens motorisés qui m'ouvrent du coup des portes à la contemplation, à l'ouverture d'esprit. Et donc je pense que je veux rester sur ce domaine-là, mais avec des versions un peu plus sportives, un peu plus survivalistes, on va dire. Parce que c'était déjà pas mal, là. Oui, mais ma perception des choses, c'est que ça reste quand même du sentier battu, créé par l'homme. Et en fait, j'aimerais trouver ce plaisir-là de ne pas avoir à faire à ces sentiers-là. D'être vraiment indépendant vis-à-vis de la construction humaine, qui en fait s'axe aussi sur de la route. Une route est une construction humaine. Et de perdre en fait tous ces chemins-là. Et d'aller vraiment se perdre complètement dans une nature vierge. Donc j'ai des idées, mais qui pour l'instant, je sais pas à quel point elles sont réalisables. Donc elles sont à étudier. Pour l'instant, j'ai encore le film à sortir et il y a beaucoup de choses encore à penser pour le film en question. Et donc je pense qu'elles seront réfléchies plus tard. Est-ce que tu as une date déjà de prévue avec Sébastien, avec le cinéma ? Vous n'avez pas avancé dessus ? On n'a pas avancé dessus, je voulais lui en reparler rapidement, parce que donc je lui ai indiqué quand même ma deadline obligatoire pour la fin de la production du film, qui se fera donc le 20 mai. Ok. Et du coup, vu qu'il y a cette deadline un peu obligatoire, et du coup ça veut dire que la production sera finie le 20 mai, on pourra commencer à faire les tests après. Normalement, c'était prévu pour mi-juin. Et ton film s'appelle Seul libre. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ton film ? Où et quand ? Alors aujourd'hui, le film il est en phase de développement, notamment parce que je postule pour des festivals d'aventure dans toute la France. Il est sélectionné pour l'instant dans 2 festivals, qui est donc le festival René Caillé à Mosée-sur-le-Mignon, en Charente, et le festival des aventuriers à Tonnet-Charente. Pour l'instant, c'est 2 festivals. Il va y avoir aussi une projection prévue au cinéma de Saint-Médard-en-Jalles à l'Étoile, une projection prévue au Green Shack, une projection qui sera prévue le 22 ou le 23 août à Hossegor, dans les Landes. Et donc le but, dans tous les cas, c'est qu'il soit visionnable également dans de nombreux cinémas indépendants dans tout le sud-ouest. À voir après comment les portes s'ouvriront et à quel point ce film-là prendra de l'ampleur. Donc on reste aux aguets. Exactement. Alors une dernière chose, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. 3 choses que tu aimes en général dans la vie et 3 choses que tu n'aimes pas. C'est pas une question facile. Ça. Non, c'est très dur. Oui, je pensais pas que vous me la poseriez. 3 choses que j'aime, je dirais numéro 1, je pense que ça s'axe beaucoup sur la musique. Je pense avoir ce petit côté un peu mélomane. En 2, je pense que ça paraît un peu logique, mais le sport, c'est quelque chose dont je suis vraiment fan, notamment le tennis qui me porte beaucoup. Mais je pense que ce que j'aime, ça va être, je pense, la musique en 1, grand 1. Le sport en règle générale, ça peut être toutes les formes de sport, mais je pense que le tennis est le principal sport qui me touche aujourd'hui. Et bêtement, je crois que le 3e, ça va être le jardinage. Je me suis trouvé une petite passion pour le jardinage ces temps-ci. Et après, sur ce que j'aime pas, la procrastination. J'ai horreur de la procrastination. J'ai horreur de m'ennuyer. Donc je crois que là, depuis maintenant 2 ans, 3 ans, ma vie est rythmée par l'obligation de faire quelque chose de ma journée. La peur de m'ennuyer. La 2e chose que j'aime pas... Il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas finalement. Je pense que c'est très... Je pense que c'est très axé sur moi-même en fait. Mais en termes de choses que j'aime pas, je pense que la procrastination fait partie du truc principal. Et est-ce que par exemple, il y a quelque chose que tu as mangé? C'est ce que j'allais dire. Il y a un truc que j'aime pas. Détesté. Il y a un truc que j'aime pas. Les aubergines. Ouais, je comprends. J'ai horreur des aubergines. Je ne peux pas manger d'aubergines.
C'est un vrai problème pour moi. Merci Et Théo. voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et Chignon. Chandail et Chignon. C'était pas très intéressant.